Alors les acteurs de l'ESS sont nombreux et divers, et même si les associations restent majoritaires, les modes de gestion proches des entreprises tendent à s'imposer. Comment faire valoir l'identité, les spécificités associatives? Pour répondre à cette question, j'ai à mes côtés Claire Toury. Bonjour Claire, présidente du mouvement associatif, et Philippe Hainaut, professeur de sciences de gestion à l'IAE de Paris. Alors justement Philippe, je vais commencer par vous. Les acteurs associatifs sont majoritaires au sein de l'ESS mais sont très peu visibles. Comment on peut expliquer ce paradoxe, puisque je crois qu'ils représentent 80% des acteurs de l'ESS et on entend assez peu, en tout cas moins parler que les mutuelles ou les coopératives, des acteurs associatifs. Comment on explique ce paradoxe-là? Alors, je pense tout d'abord que ce paradoxe doit être resitué pour les millions d'acteurs associatifs qui s'engagent. Je pense aux bénévoles, aux salariés, aux donateurs et même aux bénéficiaires qui sont autour de ces projets associatifs. C'est un quotidien. Il n'y a pas de problème de visibilité. Finalement, c'est avec la question de mettre en regard le champ associatif avec l'ESS que se pose cette question. Et parce qu'en fait, on est sur un autre niveau d'analyse. On est sur une analyse qui va plutôt concerner les décideurs, les acteurs publics, les grands acteurs économiques. Et là, je pense qu'il y a un vrai déficit de connaissance du monde associatif, d'où ce manque de visibilité, et qui s'explique à la fois par un problème de formation et un problème d'information. C'est-à-dire que longtemps, on n'a pas eu de statistiques sur l'évolution et le suivi du monde associatif. C'est grâce à des chercheurs qui se sont engagés là-dessus. Je pense à Edith Archambault, à Philippe Kaminski, à Viviane Tchernonog et à Lionel Proutot, qu'on a les éléments qui nous permettent de savoir que le champ associatif, c'est un champ important et crucial pour l'économie française. C'est d'ailleurs à partir de ça que la loi 2014 a eu une légitimité et qu'elle a accueilli en son sein les associations à juste titre. Mais en même temps qu'il y a eu cette reconnaissance institutionnelle, il y a selon moi un problème qui est rémanent, c'est-à-dire un certain discours autour de l'ESS qui tend à privilégier un mot, l'entreprise de l'ESS, au détriment d'organisation de l'ESS, et qui écrase une partie de cette diversité du secteur, et qui malheureusement tend à faire qu'un certain nombre d'associations ne se reconnaissent pas comme appartenant à l'ESS. D'accord, très bien. Claire, quel est votre point de vue sur ce sujet-là? Est-ce que les entreprises ont tout écrasé, enfin les entreprises de l'ESS ont tout écrasé, notamment les associations membres de l'ESS à part entière et même majoritaires? Oui, je ne peux pas dire ça. Non, mais je partage l'analyse de Philippe. Peut-être que sans répéter ce qui a été dit, la loi de l'ESS, enfin la loi de 2014, c'est une loi qui est absolument essentielle, mais qui pense l'ESS quand même d'un point de vue très économique. Et c'est ce que disait Philippe, nombreuses sont les associations qui ne se pensent pas forcément comme des acteurs économiques, alors peut-être à tort, mais ça c'est un autre sujet. Ouais. En tout cas, elles ne sont pas reconnues comme des acteurs de l'ESS, elles ne sont pas employeuses, elles ne sont pas, elles ne sont pas dans ce périmètre-là. Moi, ce qui me semble important, c'est de rappeler que le projet associatif, c'est un projet politique, c'est un projet démocratique, c'est une identité associative qui est assez affirmée, qui est assez forte et qui parfois va prendre le dessus sur l'identité de l'ESS, l'identité de l'économie sociale et solidaire. Les associations, on l'a dit un peu plus tôt, elles sont dans toutes les communes, elles animent les territoires, elles font vivre des projets, elles facilitent le lien social. Voilà, c'est réducteur de ne les penser que comme des acteurs économiques. Donc, tant qu'on n'aura pas dépassé ça, je pense que beaucoup d'entre elles ne se reconnaîtront pas comme faisant partie de la famille de l'ESS. Du coup, une des questions qui se posent, je pense, c'est peut-être la dimension politique de l'ESS en tant que telle. Est-ce qu'il ne faudrait pas donner davantage de dimension politique à l'ESS? Mais pour ça, il faut le faire avec les associations, évidemment. Et donc, il faut que le vocabulaire aussi intègre les spécificités associatives et que les associations ne se laissent pas écraser par le monde de l'entreprise, comme le disait Philippe. D'accord, très bien. Alors, afin d'enrichir notre analyse, je voudrais qu'on écoute une intervention de Christine Chaugnot, adjointe au directeur général de l'UNIOPS et responsable de la mission recherche et prospective au sein de l'Union. Elle est aussi l'auteur d'un récent ouvrage intitulé « Le sens de l'action dans les associations ». Donc, on va l'écouter parce que je pense qu'elle peut apporter un élément supplémentaire qui va nous permettre de discuter ensemble sur tout ça. Donc, on l'écoute et on en parle.
Il y a un espèce de paradoxe qui est très curieux, c'est que d'un côté, les associations sont majoritaires dans l'ESS et de l'autre, elles sont très peu visibles. Alors peut-être qu'il faut chercher une explication fondamentale dans notre culture politique. Est-ce que les associations sont encore associées à l'aide aux pauvres? Est-ce qu'elles sont associées aux ONG? Peut-être c'est quelque chose qui perdure, donc ça fait une représentation collective qui est décalée par rapport à ce qu'est la réalité associative, le fait associatif à la fois historiquement et aujourd'hui. Puis il y a un phénomène aussi qui est très important, c'est tout ce que produit notre système d'éducation et de formation. On fait très peu de place à l'enseignement sur finalement le système politique, le système démocratique, le fonctionnement social en général, et ça produit des cadres, des ingénieurs, des responsables spécialistes en gestion qui ne savent pas trop ce qu'il en est du système politique, du fonctionnement démocratique. Même dans les écoles de gestion qui se spécialisent sur la gestion dans l'ESS, c'est pas tout à fait sûr qu'il y ait assez de contenu sur la dimension démocratique politique que peut revêtir l'ESS. Donc ça produit un hiatus, ça l'alimente. Donc il faudrait vraiment concevoir d'autres cursus de manière beaucoup plus radicale peut-être. Il faudrait aussi soutenir énormément l'éducation populaire qui a un rôle très très important à jouer pour amener d'autres représentations du fonctionnement démocratique et du fait associatif dans le fonctionnement démocratique. Puis il y a aussi un autre aspect, mais ça il est plus connu, c'est celui des jeux d'acteurs. Pour certains acteurs, c'est très stratégique d'alimenter l'idée selon laquelle les associations seraient mineures ou selon laquelle elles seraient dépassées, désuètes, d'où la possibilité pour ces acteurs-là de valoriser encore mieux leur propre rôle. Alors Philippe, est-ce que les associations sont désuètes, comme le disent certains, d'après Christine Chaugnot? Je partage l'analyse de Christine Chaugnot sur le fond et sur un domaine particulier qui est le mien. L'enseignement, je constate et je confirme que l'enseignement dans le supérieur et même en lycée est essentiellement autour de l'économie orthodoxe, au cours d'une vision de l'économie de marché, où on pense que les acteurs sont rationnels, qu'ils sont guidés par la recherche de satisfaction des besoins et avec des indicateurs monétaires et financiers. Ça, c'est assez préjudiciable, ce type de formation, parce que ça ne permet pas de comprendre ce qui se passe dans le champ associatif. On ne gère pas un établissement public, une association, comme une entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être précisé et qu'il y a un effort de formation, d'enseignement et d'éducation à faire sur ces terrains-là. Claire. Oui. Alors, je rejoins, et puis après, c'est ce que je disais un peu plus tôt, je pense qu'il faut qu'on réaffirme aussi un peu collectivement le rôle politique et social des associations. On l'a bien vu tout au long de cette crise, elles sont partout, elles sont dans toutes les communes. C'est quand même assez fort de savoir que dans toutes les communes, il y a une association, c'est un peu une spécificité. Les associations, c'est l'émanation des citoyens quand même, c'est les citoyens qui décident de se rassembler pour s'organiser eux-mêmes. Et donc en ça, ce que les associations proposent, c'est... Il y a une adéquation très très forte entre les aspirations de vie et ce que les associations proposent, puisque ça vient directement de ces aspirations de vie-là. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, ce qu'il faut qu'on rappelle collectivement, à mon avis, c'est que choisir le modèle associatif, c'est pas forcément un choix anodin. Enfin, ça ne doit pas être un choix anodin. Et donc ça, c'est un peu le travail du mouvement associatif et des acteurs associatifs, c'est de réenchanter le collectif associatif pour porter le message politique, démocratique derrière ce choix-là. Alors justement, si on s'intéresse aux spécificités du monde associatif, si on devait faire œuvre peut-être de pédagogie, parce qu'on l'a tous un peu en tête, mais ça serait quoi les vraies spécificités des associations membres de l'ESS comparativement, par exemple, aux coopératives ou aux mutuelles? Alors, bon, ça, c'est pas excluant, mais en gros, ce qui fait l'identité associative, disons-le peut-être plutôt comme ça, d'abord, c'est quand même le bénévolat, les associations. Enfin, il y a quand même 20 millions de personnes qui s'engagent dans des associations de manière bénévole. 20 millions de personnes qui s'engagent dans des associations de manière bénévole, on en parlait en aparté avec Philippe tout à l'heure, c'est pas loin l'équivalent d'1,4 million d'équivalents temps plein, donc c'est assez considérable quand même. Ça, c'est un des premiers éléments. Le deuxième élément, c'est la non-lucrativité. Les associations, la spécificité du modèle associatif, c'est la gestion des intéressés. On ne s'enrichit pas grâce à une association. Voilà, si jamais il y a de l'argent qui reste, ça s'est réinvesti dans le projet associatif. Tout à fait. Et puis après, ce qui fait par contre la spécificité du modèle associatif par rapport aux autres, et c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est que 80% des associations, enfin 80% de l'ESS sont des associations, mais parmi tout le monde associatif, c'est 1,5 million d'associations environ, on en a 150 000 qui sont, en gros, grossièrement, qui se revendiquent de l'ESS. Donc il y a
la très grande majorité des associations qui ne se revendiquent pas comme de l'ESS. Et donc ça rejoint ce que je disais un peu plus tôt. L'identité associative, elle doit être pensée avec un regard politique, avec un regard démocratique, avec un regard social, avec un regard aussi économique évidemment. Il ne s'agit pas d'exclure ça, mais pas seulement économique. D'accord, très bien. Justement, sur cette question de l'identité justement associative au sein des acteurs de l'ESS, alors encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres, mais de pouvoir le rappeler. Est-ce qu'il y a cet effort à faire aussi peut-être d'acculturation au-delà du grand public, mais des acteurs associatifs eux-mêmes? Est-ce qu'il ne faut pas faire de la pédagogie? Oui, bien sûr, il faut faire de la pédagogie pour tous les publics. Niveaux. Oui. La semaine prochaine, on va fêter les 120 ans de la loi de 1901. Donc c'est un moment important. Oui. Et c'est à la fois relativement vieux, puisqu'à l'échelle humaine, 120 ans, c'est beaucoup. Et à l'échelle historique, c'est relativement tardif. 1789, c'est la Révolution française. Il faut attendre 1901 pour qu'on ait le droit d'association qui soit fondé dans la loi. Et donc, cet aspect assez tardif de la loi de 1901 fait qu'aujourd'hui encore, elle a un caractère très, très intéressant, parce que les législateurs ont permis, à travers ce statut, une grande liberté d'action, de coordination, de pilotage, de gouvernance, etc. Et ça persiste jusqu'à aujourd'hui pour faire des associations, des lieux d'invention sociale, d'expérimentation, et ça, c'est vraiment très bénéfique. Alors, certaines associations peuvent le faire, d'autres sont sous la pression, parce que quand il y a un rapport avec un partenaire, avec un financeur, un banquier, un certain nombre de normalisations. Il faut mettre les choses au clair. C'est mis en cours. Mais ça reste vrai, je pense, que ce statut de 1901 renvoie au début du XIXe siècle à un mouvement qu'on appelait l'associationnisme, où il était question de penser l'économie dans sa démocratie et où il était question d'expérimenter des formes de vie sociale, de laboratoires de vie sociale nouveaux. Et ça reste prégnant, et je pense que les associations en sont à ce titre un acteur essentiel de l'économie sociale et solidaire. D'accord, très bien. Une autre question, Philippe, sur justement, Claire nous a dit qu'il ne s'agit pas d'opposer les associations et les autres acteurs de l'ESS. Comment justement est-ce qu'on peut favoriser peut-être les synergies entre ces différents acteurs, associations, coopératives, mutuelles, dans une optique, comme vous le disiez, de transformation de la société? Je pense qu'il faut vraiment trouver les moyens de le faire, et qu'il faut le faire à l'aune des enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux de la transition écologique et sociale. Je pense que c'est vraiment ça qui est fort, et sur lequel les associations et l'ESS au sens large ont des choses à dire et à montrer. Je pense notamment qu'il y a deux dimensions qu'on pourrait explorer pour favoriser ces synergies. La première, elle a été évoquée tout à l'heure par Timothée Duverger, c'est la notion de territoire, mais j'ajouterais territoire solidaire. Il faut qu'on ait une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire un territoire solidaire. Comment le mettre en œuvre, comment pratiquer une économie plurielle qui ne sera pas réduite à une économie marchande, mais qui sera ouverte à des questions de réciprocité et de redistribution. Comment penser des territoires non pas comme des lieux d'accueil d'investissement externe, mais comme des lieux où il se passe quelque chose, où les acteurs s'encassent, s'imbriquent dans le territoire et y restent, ils ne se délocalisent pas, et comment leur action ne se met pas sur un territoire, mais au service du territoire. Donc ça, c'est une première chose qui me semble très importante pour favoriser ces énergies. Une deuxième chose sur laquelle on peut travailler, c'est toutes ces approches en termes de commun, en termes de mutualisation, en termes de partage d'actions et partage d'idées. Ça me semble essentiel. Et là, il y a déjà des exemples qui ont été donnés tout à l'heure, des exemples qui sont importants. Je parlerai des PTCE, des pôles territoires de coopération économique. Je parlerai des circuits courts, je parlerai de toutes ces initiatives transversales qui sont les tiers-lieux, les Fab Labs, les lieux où justement peuvent se croiser sur le même territoire des acteurs différents et hétérogènes. Et là-dessus peuvent se construire des gouvernances territoriales de type multi-acteurs, on pense au SIC, mais pas seulement, qui vont permettre de trouver, d'expérimenter la voie vers cette transition écologique et sociale dont nous avons besoin, et pour lesquelles, je pense, les acteurs de l'ESS sont particulièrement bien prêts pour donner l'exemple et donner l'impulsion. D'accord, très bien. Claire, par rapport à cette analyse-là, de l'importance de favoriser les synergies, et peut-être avec des acteurs très divers, d'après ce que dit Philippe, ça dépasse même les synergies associations mutuelles coopératives, mais ça peut concerner, j'imagine, aussi d'autres acteurs comme les entreprises, les pouvoirs publics. Comment on peut favoriser aussi ces synergies? Est-ce que le territoire, comme le disait aussi Timothée, est la bonne échelle? Voilà.
Oui, je pense que le territoire, c'est l'échelle intéressante. Après, ce que disait Mathilde est aussi intéressant. Enfin, les frontières administratives, enfin, les frontières de la coopération ne s'arrêtent pas aux frontières administratives. Après, moi, je voulais peut-être revenir sur la question au départ sur comment est-ce qu'on renforce les synergies et comment est-ce qu'on amplifie en fait aussi le message porté grâce aux synergies. Pour moi, il y a deux choses qui sont essentielles. D'une part, il y a le plaidoyer. Et ça, c'est le travail quand même de SS France, hein, le fait de rassembler autour d'une même table, autour d'un même écran d'ordinateur maintenant, les familles de l'ESS, ça permet d'amplifier le message, ça permet aussi de donner corps au message politique de l'ESS. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez essentiel. Et puis après, hier, j'étais à la soirée de départ de Denis Masseglia, qui était président du Comité national olympique et sportif jusqu'à ce matin. Et donc voilà, il a été président pendant 12 ans du CNOSF et donc toute la soirée, on a eu des moments un peu forts des partenariats qu'il avait pu monter et des actions qu'il avait pu conduire. Et il y a une action que j'ai trouvée assez intéressante dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le projet Sentez-vous Sport qui a été initié donc, par le CNOSF dans le cadre de la semaine sportive européenne. Voilà, donc l'objectif c'est de sensibiliser au sport nos concitoyens, nos concitoyennes, donc c'est décliné dans tous les territoires. Mais pour amplifier le message et pour donner une dimension santé, il y a un partenariat qui a été mis en place avec la MGEN et avec le groupe Vive. Et donc je trouve ça intéressant, à travers cet exemple concret, de montrer que le partenariat entre une association assez importante, hein, le CNOSF, mais ça reste une association, et une mutuelle, ça permet de donner plus de portée au message et donc d'amplifier l'effet de l'action qui est conduite. D'accord, très bien. Alors, avant que nous poursuivions nos échanges, je vous propose une nouvelle petite pause. On se retrouve donc dans un petit peu plus d'une minute. Une autre économie est possible, ça oui. Mais une autre banque? Je demande à voir. Eh bien, voyons. Et qu'est-ce que ça change? Les clients ont leur mot à dire. Et ils ne s'en privent pas. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ce qui compte, c'est ce qu'ils font. C'est la banque des coopératives, Des associations, des mutuelles, des théâtres, des festivals, des syndicats, des fédérations sportives. des PME, PMI, On appelle ça des personnes morales. des personnes qui entreprennent autrement. Ça, on peut dire qu'elles ont le moral. Et les personnes physiques alors? C'est la banque des particuliers qui se ressemblent. Mais enfin, c'est une banque, pas un club. Justement, on parle d'argent là. Avec des produits engagés bien pensés, Tu peux agir. ton compte t'ouvre des tas de moyens d'action. Pour moi, agir, c'est financer ce qui est utile. Moi, c'est la solidarité mondiale en premier. Et l'insertion alors? La culture, qu'est-ce que vous en faites? Croyez-moi, l'essentiel, c'est l'emploi. Oui, l'emploi dans les territoires. À condition de développer l'écologie, Le bio, les énergies renouvelables. Bon, vous voyez, il y a de quoi faire. On commence quand? moi, je crois que c'est possible. Et nécessaire. Une économie où chacun a son mot à dire. Des investissements pensés pour le bien-être de tous. On appelle ça la finance patiente. T'en sais des choses. L'important, c'est un monde plus juste. Un monde où l'argent seul ne ferait plus la loi. Et tout ça, avec le crédit coopératif, on peut y arriver. Simplement en étant client. Pas seulement client. Sociétaire. Crédit coopératif. Une autre banque est possible. Alors nous voilà de retour pour quelques questions. Alors ces questions, déjà, on vous remercie beaucoup parce qu'il y a énormément de questions d'internautes. Et on va prendre une question au hasard parce qu'on ne peut pas faire toute l'après-midi sur les questions. C'est une question de Valentine. Alors les entrepreneurs sociaux apparaissent souvent plus rapides et plus efficaces que les associations. Comment peuvent-elles suivre le rythme ? Claire. La question sympa. Je pense que première chose, il ne faut pas ringardiser les associations. Enfin, non, mais je le dis parce que c'est mon travail quand même de réaffirmer ça. Il ne faut pas ringardiser les associations. C'est ce que disait Philippe en fait. La loi 1900, elle aura 120 ans jeudi, donc dans 2 jours. Oui. C'est une loi qui est extrêmement agile en fait, qui permet plein de choses, qui permet de monter des projets très facilement, qui permet de se rassembler rapidement, de s'organiser collectivement pour répondre à un besoin, un projet, une envie. Donc les associations ne sont pas des structures ringardes, au contraire, c'est des associations, c'est des espaces où on innove, où on porte des projets, où on développe plein de choses et où il y a des effets qui sont extrêmement positifs, intéressants.
Ça, c'est le premier point. Mais alors, l'autre point, c'est qu'au-delà de la dimension innovante des associations, il y a quelque chose dans la loi 1901 qu'il faut rappeler, c'est la dimension collective. On ne peut pas s'associer tout seul, on doit forcément s'associer à deux. Alors, s'associer à deux, ce n'est pas le plus compliqué. Mais quand on veut s'associer à beaucoup plus que deux, il y a quelque chose qu'il faut faire, c'est embarquer le collectif. Et embarquer le collectif, ça prend du temps. Et donc forcément, parfois, la tentation de la rapidité, elle est forte. Mais prendre le temps de convaincre, de prendre en compte les spécificités de chacun de nos membres, de chacune des structures qui composent le collectif qu'on représente, ça permet peut-être d'aller un peu moins vite, mais ça permet d'aller beaucoup plus loin, comme le dit l'adage. Ouais. Et donc parfois, c'est pas forcément grave de ne pas confondre vitesse et précipitation. Voilà. D'accord, très bien. Philippe, justement, comment peuvent-elles suivre le rythme et est-ce qu'elles ont intérêt justement à suivre ce rythme effréné que propose le monde de l'entreprise classique? Moi, je pense qu'il faut distinguer les choses. C'est deux choses différentes. Il est intéressant qu'il y ait des entrepreneurs sociaux pour faire évoluer le monde marchand vers plus de prise en compte du social, de l'écologique et aller vers ce qu'on appelle les entreprises responsables et durables. Et ça, c'est très très bien. Mais ça n'a rien à voir avec le travail des associations qui, sur le terrain chaque jour, ont un projet citoyen, un projet démocratique, vont faire appel public aux dons, vont s'en engager dans des démarches d'éducation populaire, ne vont faire aucun filtrage sur les publics et ne vont pas penser l'accès au social au travers de sa faisabilité marchande. Donc on est bel et bien avec deux acteurs aux pratiques différentes, aux histoires différentes. Et il faut les distinguer et pas les confondre pour cette pluralité de l'économie, des démarches économiques et des démarches de l'ESS. D'accord. Donc il faut les distinguer, mais en même temps créer les possibilités qu'elles collaborent justement. Oui, qu'elles collaborent et qu'éventuellement des inventions de part et d'autre fusent et permettent d'enrichir l'ensemble, bien entendu. D'accord. Mais il ne faut pas les superposer. Voilà. Il faut les juxtaposer. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, Claire, Philippe, je vous remercie beaucoup. Nous avons pu nous apercevoir donc, tout au long de cette émission de toute la richesse et de la créativité des acteurs de l'ESS, mais aussi des nombreux défis qu'il reste à relever pour le secteur. Je vous rappelle que le dernier cahier technique de l'UNIOPS, publié en janvier, consacre une grande partie de ces chapitres à cette question de l'ESS. Vous pouvez vous procurer d'ailleurs ce cahier technique en vous rendant sur le site de l'UNIOPS. Je voudrais remercier les techniciens, les équipes de l'UNIOPS et des URIOPS Centre et Normandie pour leur aide et leur soutien. Je salue également la participation de plus en plus active de nos spectateurs qui sont toujours plus nombreux. Je vous donne rendez-vous le 21 octobre prochain pour évoquer avec vous les nombreux enjeux de la société inclusive, une émission que nous organiserons avec les URIOPS Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse. Merci encore pour votre attention et bonne journée sur Solidarité TV.